Dans l'actualité de ce lundi, les politiques de maintien de la paix de l'ONU ne sont plus en adéquation avec les enjeux du terrorisme. Le Sénégal et la Mauritanie bousculent les certitudes de l'ONU. Il faut un mandat plus robuste pour le Sahel selon les deux chefs d'État. Dakar accueille le 6e forum sur la paix et la sécurité en Afrique, compte rendu de la première journée dans cette édition. Encore un rendez-vous manqué pour le député Seydina Fall. Bougazeli n'a pas déféré à la convocation de la gendarmerie. Les autres personnes arrêtées dans ce trafic présumé de faux billets de banque sont déférées au parquet. Selon nos sources, l'affaire est sérieuse. On vous en dit plus dans ce journal. Le sabre du marabout guerrier sera ad vitam aeternam au musée des civilisations noires. La restitution est définitive selon le professeur Felwine Sarr. Vous l'entendrez. Une foule immense à l'inhumation de Pape Dia à Touba, manager et grand frère protecteur du lutteur Bombardier. Pape Dia est décédé hier. Mbour est en sanglots, son champion inconsolable. L'actualité de ce lundi, c'est aussi la disparition de Colette Senghor en France. La toute première dame du Sénégal s'est éteinte à l'âge de 94 ans. C'est dans un discours musclé et offensif que le chef de l'État a demandé une fois de plus à l'ONU un mandat plus ferme pour neutraliser l'ennemi au Sahel, malgré les présences de Serval devenu Barkhane, de la MINUSMA, des FAMA et du G5 Sahel. La question reste entière. Il y a donc un problème. Selon Macky Sall, l'ONU doit réformer ses procédures pour en finir avec les groupes armés au Sahel. Un point de vue qu'il partage avec son homologue mauritanien. Voyons tout cela avec Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb. De manière efficace contre l'insécurité qui sévit dans certaines régions africaines, l'Organisation des Nations Unies devrait revoir ses procédures. Une interpellation du président Macky Sall qui présidait ce matin la 6e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. Il ne s'agit pas de faire le procès de l'ONU. L'ONU, c'est nous-mêmes. Il faut qu'elle accepte de se réformer, de réformer ses procédures. Mais cela n'est pas le fait, je le sais, du secrétariat général, c'est d'abord le fait des États eux-mêmes, et en particulier des membres permanents du Conseil de sécurité. Sur la question du mandat, mais c'est eux qui peuvent bloquer. Si un des 5 n'est pas d'accord, le projet, il est bloqué pour de bon. Et c'est là le problème. Il faut un mandat robuste au Mali. Donc il faut que ce que la France n'est pas contre. Les États-Unis, maintenant, on m'a dit que la position a bien évolué. Merci si c'est le cas. Il faut que le Royaume-Uni également qui est d'accord, mais que la Russie et la Chine, sur le Sahel, acceptent de donner le mandat robuste pour qu'on en finisse avec ce qui se passe dans le Sahel. Pour son homologue mauritanien qui a dressé un tableau sombre de la situation dans le Sahel, il faut nécessairement régler la crise libyenne pour une lutte beaucoup plus efficace contre l'insécurité dans la sous-région. Au plan des menaces sécuritaires, il convient de souligner que la chute de l'État libyen en 2011 a été l'élément multiplicateur de l'embrasement de l'espace sahélo-sahélien. Dès lors, toute tentative de lutte contre le terrorisme qui se veut efficace doit nécessairement intégrer la résolution de la crise libyenne. Pour sa part, le Premier ministre français a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à accompagner la recherche de la paix et la sécurité en Afrique et surtout dans la sous-région. Merci Ousseynou. Et justement, le Premier ministre français Édouard Philippe, qui a participé à cette rencontre, a visité la gare du train express régional ce matin. Édouard Philippe parle de projets ambitieux traduits par la qualité du partenariat noué entre le Sénégal et la France. 800 emplois seront créés. Le PM français et sa délégation seront aussi rendus à la station navale des éléments français au Sénégal. Alassane Ba et Thierno Laurent Mendy les ont suivis. 12h49, Édouard Philippe et sa délégation arrivent à la gare de Dakar. Première étape de sa visite, le train express régional. Le Premier ministre français se réjouit du projet qu'il qualifie de projet ambitieux, un projet innovant de par la qualité technologique du matériel. La qualité technologique du matériel qui va être mis en place et mis en œuvre sur ce projet est exceptionnelle. En vérité, elle est même
supérieure au matériel roulant qui roule parfois sur le territoire en France. Donc c'est vraiment quelque chose auquel on sent, qui suscite un enthousiasme, une volonté de participer, une volonté de construire. Et c'est parfaitement réjouissant. C'est un projet important, bien entendu. La France a participé à environ un tiers de son financement, à hauteur de 330 millions. C'est près de 800 salariés sénégalais qui vont pouvoir ici trouver un emploi et faire vivre la ville, la grande ville de Dakar. Après le train express régional, le PM s'est entretenu avec ces jeunes candidats en cours de recrutement au poste de conducteur de train. J'ai dit environ 800 emplois qui sont à fournir. Je crois qu'il y a eu jusqu'à 30 000 candidatures. C'est dire l'enthousiasme sur ce projet, qui encore une fois, je le dis, et c'était très net dans les contacts que nous avons eus, n'est pas simplement un projet avec une perspective professionnelle, ce qui est évidemment très appréciable. Et ça va un peu au-delà. Il y a une fierté. L'idée qu'on va, pour la première fois, avoir un projet technologique très innovant, très en rupture, probablement un des plus beaux projets d'Afrique. Deuxième étape de sa visite, la station navale des éléments français au Sénégal. Le PM a eu droit à une démonstration des forces spéciales sénégalaises. Le Premier ministre français a clos sa visite à la salle de boxe Cœur of Champions de Souleymane Baye, située aux Almadies. Merci Alassane. Reparlons de l'incendie qui s'est déclaré au marché Gueule Tapée hier. 8 magasins sont calcinés. Vous le savez, le feu est parti d'un chalumeau défectueux. Le chalumeau, objet fétiche indispensable aux soudeurs métalliques. Un cracheur de feu qui n'a rien à voir au milieu d'un marché selon les ouvriers rencontrés. Voyons tout cela avec Maguette Souare Diallo et Pape Sangone Baye. L'incendie qui s'est déclaré au marché Gueule Tapée pose encore le débat sur la sécurité dans les marchés. L'origine des flammes, un chalumeau d'un soudeur qui a pris feu. Moussa, soudeur métallique, revient sur les risques que peuvent provoquer les étincelles. Des étincelles peuvent provoquer le feu sans que le soudeur ne s'en rende compte. Et cela peut créer d'énormes dégâts. C'est ça le danger. Il faut prendre des précautions. Le soudeur doit vérifier l'environnement dans lequel il travaille avant toute chose, vérifier les branchements, vérifier s'il n'y a pas de court-circuit électrique. Même son de cloche, chez ces mécaniciens, les dangers sont bien réels. Le soudeur métallique, le mécanicien et le tôlier font pratiquement les mêmes tâches. Le soudeur qui a provoqué l'incendie était juste venu pour faire son travail et l'irréparable s'est produit. C'est un métier avec beaucoup de risques. Même c'est dangereux. Pour plus de sécurité, ces ouvriers soutiennent que les soudeurs métalliques ne doivent en aucun cas s'installer dans les marchés. Que ce soit le mécanicien, le menuisier ou le soudeur métallique, ils ont besoin de quiétude pour travailler. Par conséquent, ils doivent être dans un endroit sûr. Et Maguette, rappelons que 8 magasins sont calcinés dans cet incendie. Le maire de la Gueule Tapée Fass Colobane, Ousmane Ndoye, se désole de ces imprudences constatées dans le marché. Il annonce ici de nouvelles mesures prises pour assurer la sécurité. Alors, donc, l'incendie a causé quelques dégâts, bien entendu. Il y a 6 à 7 magasins, 8 disons, qui ont eu des préjudices. J'ai rencontré personnellement les sinistrés. Évidemment, on est désolé de cela. C'est une tierce personne qui est à l'origine de cela. Nous avons mis les dispositions, faire constater par un huissier, par l'entrepreneur également, pour qu'on agisse après. Nous avons parlé aux sinistrés, on les a rassurés, on va voir dans quelle mesure la mairie devrait pouvoir leur venir en aide. En tout cas, on va voir comment ça va se faire. Vous savez, on a beau leur dire, éviter le feu dans les marchés. Ils vont vous dire non, c'est notre métier, c'est avec ça qu'on gagne du pain, on va faire du café tout bas, on va cuisiner, etc. Les conséquences sont là.
il faut qu'on soit un peu plus alerte nous aussi. Hein. On va mettre les dispositions pour qu'ils ne cuisinent plus là-bas, pour qu'ils ne mettent pas du gaz, parce que c'est ça le gros problème. Si vous mettez du feu dans des environnements comme ça, avec un chalumeau, avec une petite, je ne sais pas moi, une cuisinière à gaz, ça amène toujours des dégâts. Maintenant, on va être ferme, catégorique là-dessus. On va rafler tout ce qu'on trouvera comme instrument. Le syndicat national des travailleurs de l'hydraulique demande le départ de l'Office national des forages ruraux. Selon le secrétaire général, la délégation du service public de l'eau en milieu rural par l'OFOR à des opérateurs privés a connu un échec constaté à plusieurs niveaux. Monsieur Yeli Koulibaly déclare que depuis l'avènement de la réforme du sous-secteur de l'hydraulique rurale, la gestion des forages est devenue compliquée et les travailleurs se retrouvent dans des situations très difficiles. Tchernofal. La réforme du sous-secteur de l'hydraulique rurale, dont la gestion a été confiée à des opérateurs privés, est un échec selon le syndicat national des travailleurs de l'hydraulique. On savait que cette réforme-là va tout droit vers l'échec. Avec l'événement de l'OFOR, tout a été bouleversé. Parce qu'on a donné les forages à des gens qui ne sont pas expérimentés. C'est un échec total. Son secrétaire général déclare que des manquements sont constatés à divers niveaux dans la gestion de l'eau en milieu rural. Et il a cité comme exemple le manque d'eau connu cette année à Touba lors du Magal. Tu vois des pompes grillées, qu'on les amène à Dakar, on rebobine ça artisanalement pour remettre ça encore dans les forages de Touba. Ça pose problème. C'est du bricolage. Par exemple, tu vois des pompes de 200 et quelques mètres cubes d'eau sont grillés. Ils vont récupérer des pompes de 75 mètres cubes d'eau pour mettre ça à Touba. Mais l'eau, ça coule, mais ça ne part pas. Ces agents qui déplorent les conditions de travail très difficiles auxquelles ils sont confrontés depuis l'avènement de cette réforme demandent l'audit et le départ de l'OFOR qui, selon eux, a échoué. Les travailleurs de l'hydraulique sont en train de souffrir. Ils n'ont plus d'indemnité d'heures supplémentaires. Ils n'ont plus d'indemnité de déplacement et de logement. Les indemnités d'habillement. Depuis 2012 jusqu'à nos jours, en 2019, IPRES et caisses de sécurité sociale n'ont pas été versées. Mais il y a échec. Il faut auditer l'OFOR. Nous demandons l'audition de l'OFOR avant sa radiation. Le bureau du syndicat national des travailleurs de l'hydraulique était en tournée dans le département de Louga où il a tenu une rencontre avec ses militants. L'actualité de ce lundi, c'est aussi ce cri du cœur de la femme de Hissène Habré, Raymond Habré. Selon elle, l'ancien président tchadien Hissène Habré est vraiment blessé. Son épouse a brandi des preuves comme la radiographie et des factures de la clinique. Selon elle, les autorités ne veulent pas dire la vérité concernant l'état de santé de son mari. Raymond Habré, interrogé par Pafaranik. Il a glissé dans la douche. Vous savez, comme il était malade, il avait des vertiges violents. Donc il est allé dans la douche et il a eu un vertige et il a glissé et il est tombé. Et quand il est tombé, il est mal tombé en fait. Il est mal tombé et c'est comme ça que ça s'est cassé ici. On a un homme qui est blessé et qui a eu juste une attelle, hein, comme ça, ils ont attaché comme ça. C'est tout. Et ça fait 3 jours, vendredi, samedi. Il n'y a pas de plaque, il n'y a rien. C'est comme je me casse et on met du scotch, l'espèce de scratch là, vous voyez. C'est ça qu'ils ont enroulé. L'urgence, elle est là. Il a besoin de soins. Bon, maintenant, rendons-nous lundi au Cap et que tout le monde vienne pour qu'on puisse voir. Donc, c'est ça qu'on a fait cet après-midi. On est parti. Les avocats sont venus. La directrice les a refoulés en leur disant qu'il fallait qu'ils lui prouvent qu'ils étaient les avocats du président. Et on a vu, on nous a mis des militaires partout pour nous empêcher même d'accéder au Cap. Je pense que là, la vérité, elle est arrivée. On est arrivé à la vérité. Ça veut dire que les gens qui ont quelque chose à cacher, c'est eux. Ils se sont barricadés. Mais quand vous barricadez, c'est que vous cachez quelque chose. Et puis l'actualité judiciaire toujours. Faut-il le considérer désormais comme un cavale? Le député Seydina Fall alias Bougazeli n'a pas déféré à la convocation de la gendarmerie aujourd'hui. Après le faux bond de vendredi, l'honorable a posé un lapin
main aux gendarmes. Vous le savez, il est convoqué dans le cadre de l'enquête d'un trafic présumé de faux billets de banque. Une affaire grave et sérieuse selon nos sources. D'ailleurs, les autres personnes arrêtées dans cette affaire sont déférées au parquet. Parlons de toute autre chose à présent. Deuxième édition du Forum Galien Afrique. L'événement est prévu du 25 au 26 novembre prochain. Cette année, l'accent sera mis sur les maladies tropicales négligées, la formation des jeunes et le changement climatique. Selon le comité scientifique, l'événement sera désormais une biennale. Maïmouna Ndiaye et Diafaraba. Innovation technologique et industrie pharmaceutique, entre autres thèmes choisis pour la deuxième édition du Forum Galien. Une rencontre de 2 jours, un prix pour favoriser l'excellence. La création du prix Galien Afrique marque ainsi une étape majeure et stratégique dans l'histoire du prix Galien. Nous allons célébrer l'année prochaine, en 2020, le Golden Jubilé du prix Galien, c'est-à-dire le 50aire du prix Galien, et ce sera ici, à Dakar. La seconde annonce est que, suite à différentes discussions que nous avons eues avec la présidente du prix Galien, du jury du prix Galien USA, nous avons décidé d'ancrer le prix Galien ici en Afrique et de l'organiser désormais exclusivement en Afrique. Des échanges interactifs, des recommandations, mais aussi des sessions de formation pour les jeunes. Nous avons voulu faire un forum qui soit un forum de qualité, qui attend environ 300 participants pour certaines des sessions techniques, mais pratiquement 1000 participants au niveau d'autres activités. Comment faire pour allier médecine moderne et traditionnelle? La grande équation qui sera aussi débattue dans cette rencontre. Et c'est à partir de Dakar qu'il y aura la première réunion de ce jury pour pouvoir réfléchir aux modalités vraiment et aux termes de référence de cet organe, mais également qui permettra l'année prochaine, au moment du jubilé, d'avoir également à donner à des chercheurs africains, mais également à des jeunes, et je n'oublie pas des tradithérapeutes. Les experts feront également le point sur les risques sanitaires. Le problème d'accès aux soins sera aussi au cœur des débats. Merci Maïmouna. Le sabre du marabout guerrier est définitivement restitué au Sénégal. La précision est faite par le professeur Felwine Sarr. C'est pour contourner la législation française que l'option d'un prêt de 5 ans a été adoptée pour le moment. Mais la restitution est bien assurée ad vitam aeternam. Explication Aïssatou Paye et Diafaraba. Enfin, il nous a été prêté. Nous dirons même restitué. Le sabre du vénéré Cheikh Oumar Foutiyou Tall, de retour au Bercail, le directeur du musée des civilisations noires, pour un rappel bref de l'histoire de ce sabre. On sait que cette pièce a été fabriquée en 1821 en France. Ok. El Hadj Omar a eu à l'acquérir. Mais El Hadj Omar est mort en 1864. Enfin, il a disparu dans les falaises de Bandiagara. Et cet objet a été capturé par Akhenaton en 1893, donc bien après la disparition de El Hadj Omar. Le Silama Seykou, comme disent les Toucouleurs, était devenu un patrimoine familial entre les mains de son fils et héritier, Ahmadou. Le sabre se trouve au musée des civilisations noires depuis le 6 décembre 2018. Oserons-nous parler de restitution définitive? Nous osons espérer que c'est un aller simple, un voyage sans retour, et que d'ici 5 ans, le législateur français aura changé les textes et qu'on pourra avoir les opportunités légales de le garder définitivement chez nous, mais aussi de le partager avec le reste de l'Afrique. Felwine Sarr lui parle de restitution
mais symbolique. Cette restitution a une haute valeur symbolique. La famille omarienne, depuis les années 90, a mené plusieurs voyages en France pour repérer les reliques de El Hadj Omar et demander leur retour, les manuscrits, le sabre, les vêtements. Et il est heureux qu'aujourd'hui, cette première restitution soit le prémisse d'un mouvement beaucoup plus ample de retour de l'héritage culturel du continent africain qui est présent dans les musées français. Et c'est comme ça que je comprends le sens de la restitution du sabre d'hier. Le sabre de Omar Foutiyou Tall de retour au Sénégal pour valoriser encore plus le patrimoine culturel sénégalais et africain. Le sujet sera approfondi tout juste après cette édition. Le professeur Felwine Sarr et l'invité de Soir d'Info. Dans l'actualité également, la disparition de Colette Senghor. Elle allait avoir 94 ans dans 2 jours. Née Hubert, elle est décédée dans sa maison de Verzon en Normandie. Colette était mariée avec le président poète le 18 octobre 1957. Bombardier était inconsolable au cimetière de Barquilla. Son frère protecteur a été inhumé cet après-midi. Une foule immense a accompagné Pape Dia vers sa dernière demeure. À l'annonce de son décès hier, les Mbourois ont spontanément pris d'assaut la maison mortuaire. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Amis, parents, voisins, tous étaient chez Bombardier pour soutenir sa famille après la disparition de son grand frère et manager Pape Dia. Très affecté par cette perte, Bombardier perd ses mots. Pape Dia était un frère, un ami, un confident, mais aussi un manager, selon l'ancien roi des arènes. Bombardier ajoute que son grand frère était malade depuis quelques mois. Des soins en France, Pape Dia est rentré au Sénégal avant de perdre la vie à Thiès. Merci Abdourahmane. Et puis un mot de sport, parlons pétanque, 2e édition Open de Dakar. L'équipe première du Sénégal soulève encore le trophée des nations. En triplette, la compétition phare, une équipe franco-suisse s'est imposée en pochant la somme de 6 500 000 francs CFA. Cher Sadibou Diarra et Amadou Ba. Le pétanque sénégalais se prépare déjà pour les Jeux Olympiques de la jeunesse 2022. Des jeunes boulistes ont bien représenté le Sénégal en équipe à la 2e édition de l'Open International de Dakar. Ils ont remporté la Coupe des Nations lors d'une finale 100% sénégalaise. Nous avons préféré prendre 3 jeunes de 17 ans et qui n'ont pas eu honte de leurs aînés, qui ont rivalisé vraiment avec leur âme, leur technique, leur prouesse. Et ils ont fait de très belles parties et l'avenir est entre leurs mains. Dans le concours en triplette, la franco-suisse s'est imposée devant la franco-sénégalaise. C'est un plaisir immense, hein. C'est une belle prestation au niveau de la carrière pétanque parce que c'est l'un des top 10 mondial au niveau des concours de pétanque. Voilà, c'est le Graal, c'est africain. On n'a pas pu prendre les mêmes et c'est pas mal comme résultat d'arriver jusqu'à là. Déjà on a des difficultés de 3 ou 4 parties qu'on pouvait perdre, donc on a réussi à gagner, c'est pas mal. En réunissant plus de 300 participants, dont des boulistes de renommée mondiale, la 2e édition de l'Open International de Dakar est une réussite pour les organisateurs. L'Open a été rehaussé par la présence de 15 à 20 grands joueurs de renommée mondiale, dont Molinas qui est champion du monde en titre actuellement. Tous les autres joueurs de renommée mondiale sont malheureux de ne pas être ici parmi nous, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que c'est le tournoi le mieux doté du monde. 10 000 € pour le vainqueur. En Europe, 6,5 millions. Voilà, merci beaucoup cher Sadibou, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info. Aram Touré, c'est à vous. Vous recevez, comment dire, l'homme par qui le sabre est arrivé. Merci, Chérif Diop.